confiance, davantage de confiance au sein du marché. Si on donne le pouvoir, on redonne le pouvoir aux investisseurs, effectivement, on pense que les marchés joueront un rôle très capital. Nous, notre ambition, c'est aujourd'hui de pouvoir passer de 2% de part de marché, en tout cas en termes de société, peut-être à 10% dans 10 ans. Et donc, c'est maintenant qu'il faut y travailler, il faut trouver les bons instruments et repositionner vraiment notre marché, qui a l'avantage d'être un marché régional et pour lequel on doit encore débloquer un peu tous les cloisonnements, toutes les difficultés qu'on observe dans différents segments. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour introduire les propos. Je pense que le directeur des émetteurs pourra revenir davantage sur les réformes qu'on est en train de mener, puisque moi je vais devoir m'excuser, j'ai d'autres engagements. Et voilà, je tenais quand même à partager ce mot-là avec vous avant de partir. Je vous remercie. On l'accompagne jusqu'à sa place. Donc, je vais me rapprocher de la table de Sion. Donc, messieurs, merci d'avoir répondu favorablement pour participer à ce panel. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà avec un petit mot d'introduction sur ce thème. Quelle feuille de route pour un marché des capitaux dynamique et performant? Donc, je vais commencer par M. Rachid Mohamed, qui est juste à côté de moi. Bonjour, merci cher modérateur. Je voudrais à mon tour féliciter les amis qui ont organisé cet événement et les remercier de m'avoir invité et dire aussi le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui dans cette importante capitale économique et financière de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi une porte d'entrée importante pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. J'ai insisté pour effectivement être présent avec vous aujourd'hui parce que cette question de feuille de route nous a été posée à Casablanca Payment City, Casablanca au Maroc, il y a une dizaine d'années, quand on voulait mettre en place la place financière, quand on voulait effectivement aller un peu plus au-delà des organisations institutionnelles qui étaient les nôtres. On avait des banques, on avait des assurances, on avait une bourse, un régulateur de marché, un dépositaire central, des acteurs de marché dans l'asset management, de private equity. Et l'idée qui était la nôtre, c'était effectivement d'intégrer tout ça pour avoir l'ambition de positionner Casablanca comme une place financière, non seulement domestique pour le financement de l'économie marocaine, mais aussi une place financière régionale, voire même internationale, au service, bien entendu, du financement du continent, du développement du continent, qui est le nôtre. Donc, le mot feuille de route me parle. J'ai beaucoup plus de sensibilité par rapport à cette thématique, parce que effectivement, il fallait une roadmap. Par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi le faire. Et c'est là où effectivement il y a beaucoup de choses auxquelles on fait face. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'obstacles. Par quoi commencer? Parce que oui, tout le monde sait qu'au-delà du marché de capitaux, le marché financier dans sa globalité. Aujourd'hui, les marchés financiers jouent un rôle extrêmement important dans le fonctionnement d'une économie moderne. Pas juste pour le financement. Une économie moderne, une économie qui a atteint suffisamment de maturité pour être sophistiquée, pour être moderne, a besoin de marchés financiers efficaces, développés, et pour plusieurs raisons. On sait très bien que sinon, on peut porter un peu plus, comme ça on se débarrasse du micro et on parlera directement dans le... Donc voilà, donc je disais que les marchés de capitaux et les marchés financiers en général sont très importants pour le fonctionnement d'une économie moderne sur plusieurs
dimensions. Marché de capitaux, c'est pour lever de capitaux, c'est pour effectivement matcher l'offre et la demande de capitaux, c'est pour permettre de canaliser de manière la plus efficace possible les capitaux de ceux qui en ont à ceux qui en ont besoin. Mais aussi il y a le reste. Il y a le marché monétaire qui permet de balancer, d'équilibrer et d'optimiser la liquidité dans le système financier. Il y a le marché de change qui permet effectivement de trader de devises quand on a une ambition régionale. La dimension devise et forex est très importante. Les marchés dérivés, le marché des marchés produits à terme qui permet effectivement de transférer les risques, de les hedger, de les manager. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc quand on voit un petit peu tous ces marchés, un marché de capitaux dans sa conception la plus limitée entre l'equity et la dette pour le transfert, plus les marchés à terme, les marchés dérivés, les marchés monétaires, on comprend vraiment le rôle majeur des marchés financiers et de la finance dans le bon fonctionnement, le fonctionnement efficace d'une économie qui a atteint ce degré de maturité suffisant pour être considérée comme étant moderne, sophistiquée, voilà. Par rapport effectivement aux économies qu'on connaissait, qui étaient basées sur le secteur primaire, comme on a tous fait un peu d'économie. Donc voilà, le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est... Maintenant, l'idée qui était la nôtre dans le temps, c'était aussi pourquoi le faire? Parce que quand même, là, nous sommes dans une place régionale. Donc le développement du marché de capitaux qui se fait pour le financement d'une économie domestique est un peu différent quand on a une ambition régionale pour effectivement à ce que ces marchés de capitaux vont au-delà du financement d'une économie à répondre aux besoins des services financiers, d'activités financières de toute une région. Et c'est là toute la complexité. Bien entendu, aussi bien Abidjan que Casablanca, c'est point d'entrée pour le continent africain. Aujourd'hui, on a l'ambition de matcher cette offre et cette demande. Et quand on fait l'étude pour effectivement voir quelle feuille de route mettre en place, on comprend qu'il faut bien étudier cette demande, d'où ça vient, quelle est cette demande. C'est-à-dire le marché de capitaux, ils vont répondre à un besoin d'une activité financière, d'un service financier particulier. Est-ce qu'il y a cette demande? D'où ça viendra? De quelle région? De quelle entité? De quelle compagnie? De quel État? De quel ménage? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour permettre à ce que vraiment les marchés financiers ou les marchés de capitaux puissent répondre à un besoin bien déterminé pour que ça réussisse. Parce que voilà, tout à l'heure, on a entendu le discours, l'intervention de notre ami le DG de la BRVM. Est-ce que l'Afrique a besoin de 32 bourses? Parfois, effectivement, on a l'ambition, on met une bourse, mais parfois l'économie n'a pas suffisamment de maturité pour effectivement répondre. Il n'y a pas d'offre. Ou plutôt, il y a l'offre, il n'y a pas la demande. Je comprends que parfois, en économie, on a la logique de l'offre créer sa propre demande. On va créer une bourse, et après, on part dire, très bien, pourquoi il n'y a pas d'IPO? Il fallait effectivement voir qu'il y a la demande d'introduction, la demande de levée de capitaux via la bourse. Est-ce qu'effectivement les compagnies, les États ont cette maturité suffisante pour effectivement aller scoter et lever de l'argent pour... Aujourd'hui, quand on voit effectivement, comme ça a été dit, qu'au moins, ou plus tard, plutôt, il y a quelque chose comme 18 ou 19 bourses qui n'ont même pas atteint le 1 milliard de capitalisation, on peut se demander de cette question d'offre et de demande, de cette question de besoins de services financiers que ces marchés de capitaux ont. Une fois qu'on a identifié ça, on part à tout le reste. Est-ce qu'effectivement on a la stabilité économique qu'il faut? Est-ce qu'on a la stabilité politique qu'il faut? Est-ce qu'on a l'infrastructure qu'il faut? Voilà. Tout à l'heure, on a ce petit problème d'infrastructure des micros. J'ai trouvé que l'intervention à distance de notre ami Amnové, c'est très très bien passé à distance, plutôt que quand nous, on est en train de souffrir de ce micro. Donc l'infrastructure télécom est très 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 importante. Le talent pool, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas détailler chacun de ces points, je ne veux pas détailler justement la feuille de route qui était la nôtre et que nous sommes en train de mettre en place doucement et sûrement. Je vais passer la parole aux autres amis du panel. Merci. Merci, monsieur Mohamed Rachid. Je passerai la parole maintenant à monsieur Swaliou Fadiga pour donner son mot d'introduction sur ce thème. Allô. Merci.
Je remercie le modérateur et mes collègues panélistes et surtout les organisateurs de la conférence de nous avoir invités pour nous permettre d'échanger sur ce sujet qui est important. Je voudrais d'entrée de jeu dire que nous allons nous exprimer de la perspective des sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont les acteurs majeurs en termes d'intermédiation, les courtiers, ceux qui interviennent dans le marché financier pour arranger les opérations, justement accompagner les sociétés qui souhaitent venir à la bourse. Et la question qui est posée, la première question qui nous est demandée, c'est quelle feuille de route pour un marché de capitaux performant et dynamique. C'est intéressant parce qu'en fait, le régulateur était là, il est toujours représenté là, mais sur la table ici, il y a le régulateur, il y a les structures centrales, les SGI, qui ont tous participé à élaborer une feuille de route qu'on a déjà sur notre marché. En tout cas, en ce qui concerne le marché de l'UEMOA, la feuille de route existe. C'est un beau document qui a été élaboré, ça a pris des années pour le mettre en place. Et récemment d'ailleurs, on a fait une revue de ces feuilles de route il y a à peine 2 ans, 1 an et demi, pour intégrer en fait des réformes qui ont été proposées par le Conseil des ministres après une étude menée par la BCAO. Donc la feuille de route existe. Elle comprend tous les éléments qui ont été évoqués par le DG de la Bourse, puisqu'il était participant, donc il connaît, notamment aussi le SG du CREPMF. Mais pour moi, je pense plutôt que la question tourne autour des enjeux, de la mise en œuvre même des chantiers qui sont mentionnés dans cette feuille de route. C'est là où se trouvent les enjeux. Donc, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour toucher à tous les éléments qui contenus dans ces feuilles de route, mais je vais plutôt m'intéresser à 2 éléments qui ont été déjà évoqués, à juste titre d'ailleurs, parce qu'en fait, ce sont les éléments essentiels. On parle de la profondeur de nos marchés et de la faiblesse de la liquidité. Parce qu'on a constaté et on comprend justement que, en fait, on pourrait dire peut-être que c'est le talon d'Achille que nous avons. C'est les éléments constatés, des faiblesses constatées pratiquement sur tous les autres marchés à travers le continent, en dehors du marché de l'Afrique du Sud, du J-Bug. Donc, nous avons des idées. On peut essayer de les proposer à travers, au cours de cet échange que nous avons. Mais ce qu'on souhaiterait quand même relever, qui n'a pas été suffisamment relevé, c'est que le rôle des autorités publiques pour contribuer au développement du marché financier est central, il est essentiel. Il semble être sous-estimé, en tout cas en ce qui concerne nous, notre marché de l'UEMOA. Les autorités devaient intervenir davantage. Je ne veux pas qu'on comprenne mal ce que je suis en train de dire. J'ai une culture américaine, donc une culture fondamentalement libérale, de laisser faire. Je pense que voilà, les opérateurs économiques doivent se développer et faire avancer leurs activités. Mais une étude a été menée justement par la SFI. Le AFC a mené une étude et a produit un document sur le développement des marchés financiers. Ils ont examiné les marchés jeunes et les marchés développés et posé la problématique comment on part des marchés qui naissants pour arriver à un marché qui a un stade développé. Et pour ce faire, ils ne sont pas contentés ils sont pas contentés de cantonner des universitaires dans une salle pour lire des documents qui ont déjà été écrits et voilà, et puis citer tout le monde. Non, ils ont adopté une approche qui était quand même, c'est pourquoi je cite ça, parce que je l'ai trouvée intéressante. C'est une approche de terrain. Ils sont allés, ils ont conduit sans interview. Et les personnes qui ont été interviewées comprennent tous ceux qui interviennent dans l'écosystème des marchés financiers, notamment les régulateurs,
les dirigeants de bourse, les investisseurs institutionnels, les intermédiaires, les courtiers. Et ce qui est ressorti, ils ont pu classifier quand même que les marchés, on peut les catégoriser en deux grandes catégories. Il y a les marchés, ou bien trois si vous voulez, les marchés embryonnaires, c'est-à-dire et qui ont certaines caractéristiques, les marchés intermédiaires, qu'on appelle les marchés émergents, et ensuite les marchés développés. Et nous, on peut dire aujourd'hui que pour la plupart des marchés sur le continent sont des marchés embryonnaires. Il y en a même qui sont, comme Rachid l'a mentionné tout à l'heure, bon, on ne pourrait même pas dire qu'ils sont embryonnaires. Ils sont à peine en état de l'arbre. Mais, ceci étant dit, en tout cas, ce qui concerne les principaux marchés, bon, la BRVM est classée comme numéro 6 sur le continent, donc on peut, selon les caractéristiques qui nous données, la classifier comme un marché embryonnaire. Et pour ces marchés-là, ce qui a été observé par l'étude, c'est que l'intervention des autorités politiques est déterminante. Et quand on voit sur notre marché, il y a une dichotomie dans l'action de nos autorités. Quand on regarde leur intervention, par exemple, sur le marché obligataire des titres publics, on peut conclure qu'ils comprennent l'importance du marché financier. Parce que, essentiellement, tous les pays de l'UEMOA interviennent sur le marché des titres publics, font des émissions de façon régulière. Et ils ont recours à ce marché pour satisfaire leurs besoins de budget et ainsi de suite. Mais l'autre compartiment du marché financier, notamment la bourse, le marché des actions, ne semble pas trop les intéresser. Ça ne les intéresse pas. Moi, je peux le dire, je ne vais pas mettre ma langue dans ma poche. Ça ne les intéresse pas parce que le sujet de la privatisation des entreprises publiques faisait partie même de la feuille de route de la création de notre marché. Et quand les acteurs se sont réunis en 2013 pour élaborer le plan stratégique 2014-2021, un des chantiers majeurs, le premier chantier du premier axe, qui devait contribuer à l'attractivité du marché financier pour qu'il devienne une place financière attractive et pour le financement de l'économie de l'UEMOA, ce chantier majeur était la privatisation des entreprises publiques pour accroître le nombre de sociétés cotées. Et tenez-vous bien, en ce temps, il y avait 37 sociétés cotées et l'objectif qui a été fixé, qu'on devait atteindre en 2021, c'est-à-dire au plus tard dans 30 jours, on devait aller de 37 à 100 sociétés. Les rédacteurs du document ont même écrit que cet objectif est réaliste. Quand on regarde le nombre de sociétés qui existent dans notre univers, c'est réaliste, on peut l'atteindre. Bon voilà, aujourd'hui, on a 45 sociétés. Nous avons conduit des séminaires auprès des autorités. En 2020, j'ai même participé avec la BRVM pour faire une présentation aux entreprises publiques de l'État pour les sensibiliser à l'intérêt de venir à la bourse. Le bénéfice pour les entreprises publiques en venant à la bourse, c'est connu. Aujourd'hui, dans l'actualité en Côte d'Ivoire, il y a l'audit des entreprises publiques, par exemple. Or, on sait que venir à la bourse met en place, règle le problème de gouvernance. Ça, on le sait. C'est pas moi qui l'ai dit, nous, on n'invente pas, un acteur du marché, on n'invente pas ça, ça c'est quelque chose qui est connu. Donc, en fait, pourquoi les autorités ne le font pas? La question va être posée. Je pense que je vais peut-être conclure cette discussion en attendant qu'on revienne sur le sujet. Merci. Donc, M. Sialou, a beaucoup de choses à dire, notamment sur l'implication de l'État au niveau des marchés des capitaux. Je passerai la parole à M. Ibrahim Diouf pour son mot d'introduction sur le thème. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vais réitérer les remerciements de la BRVM, représentée par le directeur général qui nous suit de très loin pour cet événement. Alors, je pense que l'exposé de monsieur le directeur général a été très clair. Le décor sur la feuille de route est bien campé. Alors, il s'agit, quand on essaie de résumer cela,
à sortir peut-être 3 piliers. Je crois que le premier pilier, c'est sur travailler sur l'offre et la demande. Je pense que le fondement, c'est si vous voulez développer une feuille de route, il faut aussi bien travailler sur l'offre de titres, d'instruments, que la demande. Vous ne pouvez pas faire une stratégie ciblée sur l'offre uniquement sans travailler sur la demande. Et le troisième axe, c'est sur les mesures transversales. Je pense qu'on parle de l'intervention des régulateurs, de l'État, pour faciliter, pour entériner les problématiques qui ont été identifiées. Alors, d'un point de vue des problématiques, je pense que tout le monde l'a bien dit, on a un problème de liquidité. Nous ne sommes pas les seuls. Tous les marchés sur le continent ont des problèmes de liquidité. Ce n'est pas spécifique à la BAVM. Nous avons également un difficile accès des PME au marché. Les PME ont accès à des dispositifs bancaires, des fonds de garantie mis en place par les États, mais ils ont toujours cette difficulté d'accès au marché financier. Il y a également le problème de l'information. Parce que si vous voulez investir, il faut que l'information soit disponible. C'est encore une problématique qu'il faut adresser. Alors, si vous regroupez tous ces défis, d'un point de vue de donc, la demande, il faut aller travailler sur tous les points de la demande. Il faut travailler avec les institutionnels pour qu'ils demandent plus de titres. Il faut travailler sur des innovations de produits pour que, par exemple, je donne un exemple, pourquoi ne pas avoir des plans épargne-action pour amener les clients des banques à investir dans les plans d'épargne qui seront investis dans des actions. Il faut également réformer, dans notre cas, pour certains pays c'est déjà fait sur le continent, le régime des pensions et des retraites pour les moderniser, parce que nous avons un cas spécifique ici dans la sous-région qui est un handicap pour le développement et pour l'intervention des institutionnels sur le marché. Il faut également travailler avec, je pense que M. le directeur général en a parlé, sur les fonds de private equity pre-IPO, pour qu'il y ait de la demande, pour permettre en face qu'il y ait une offre qui peut être accueillie. Alors ça, c'est du point de vue de la demande. Du point de vue de l'offre, il faut diversifier. On a parlé de finance islamique. La BAVM est, depuis 2016, la première place en termes de finance islamique sur le continent. Il faut travailler sur des innovations de produits. Les green bonds, je pense que tout le monde en a parlé ici, des climate bonds. Il faut travailler sur des instruments de dette spécifiques pour les PME. Par exemple, on sait que naturellement, les PME ont accès à l'endettement bancaire. Pourquoi ne pas leur offrir sur les marchés boursiers un produit similaire, des petites obligations qui permettent à ces PME de pouvoir accéder au marché boursier en structurant des produits qu'ils connaissent naturellement, des produits de dette. Alors, le troisième pilier sur les mesures transversales. Et parmi les mesures transversales, je pense qu'on en a parlé, il faut l'intervention des policy makers, il faut le régulateur, il faut également penser à intégrer les marchés. Parce que c'est un des moyens pour développer, permettre à nos émetteurs d'avoir accès à un pool de ressources plus important. Donc je pense que la feuille de route telle que le DG l'a définie pourrait être résumée sur ces 3 piliers. Travail sur l'offre, sur la demande et sur les mesures transversales. Je voudrais m'en arrêter là. Merci. Merci, M. J'ai vu que mes 3 intervenants ont axé leurs propos sur les problématiques qui sont liées au marché des capitaux et ont fait des ébauches de solutions déjà. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que sur le marché des capitaux, depuis plusieurs années, le régulateur a fait quelques réformes quand même qui ont impacté positivement, disons, ce marché des capitaux. Donc, pour ainsi dire, pour passer la parole à M. Sassou Moussouken, pour nous parler des réformes qui ont été faites par le régulateur, notamment sur les marchés des capitaux. Merci, monsieur le modérateur. J'emboîte le pas aux précédents intervenants pour remercier les organisateurs, remercier de la part du secrétariat général pour avoir associé le CREPMF à cet atelier. Pour revenir à votre question, je dirais, vous l'avez si bien dit, le marché a 25 ans, le conseil régional a démarré ses activités en 1996 et en 1997, il y a eu les tests qui ont été élaborés
Et déjà en 2002, du fait de l'évolution du marché, il y a eu un premier plan appelé plan de réforme du marché financier, adopté en 2002, qui a conduit au projet de développement du marché financier, financé notamment par la Banque mondiale, l'AFD et l'ACDI. Et déjà au titre de ce projet, nous avons eu des réformes majeures comme l'introduction de la notation sur le marché financier, la création du marché hypothécaire en association avec la Commission, la BOAD et la Banque centrale, et également la première revue de la tarification sur le marché, mais également la première esquisse de l'harmonisation de la fiscalité des valeurs mobilières. Je vois M. Dier dans la salle, il doit savoir de quoi je parle. Et donc, à la fin de ce projet, et bilan tirant, il y a eu un autre plan, M. Swaliou en a parlé tantôt, le plan stratégique 2014-2021, suivi d'un plan de réforme adopté par le Conseil des ministres en 2016. Et en deux plans, les chantiers étant épars, on a tenu une réunion avec la place pour fusionner les deux plans qui ont donné les nouvelles priorités du marché et qui, en fait, ont conduit les pas du régulateur au cours de ces 10 dernières années. Et donc, les nouvelles priorités du marché étaient structurées autour de 4 grands axes, à savoir l'attractivité du marché, la gouvernance, le renforcement de la protection des épargnants et la communication, en fait, sur ce marché. Et donc, comme réforme majeure, je vais présenter les réformes par axe, les réformes majeures, bien sûr, par axe. Au titre de la gouvernance, je citerai en premier la fonction du président. Le président du conseil régional est devenu une fonction résidente. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact? Aujourd'hui, nous sommes passés, en termes d'opérations financières, d'une quinzaine d'opérations instruites à une quarantaine. L'année dernière, nous avons instruit 44 dossiers du fait des délégations que le conseil régional a pu faire au président ou des délégations que le comité exécutif a pu également faire au président. Deuxième point, concernant la gouvernance, comme réforme majeure, on peut noter la création de comités consultatifs, dont le comité d'audit, mais surtout le comité scientifique, qui a pour but d'appuyer le conseil régional dans tout ce qui est veille scientifique. Sur le plan renforcement de la protection des investisseurs, nous avons adopté, il y a 1 mois ou 2, une loi uniforme sur les infractions boursières, qui a un corpus de tests qui permet aux régulateurs ainsi qu'aux tribunaux de la zone de mieux réprimer tout ce qu'on aura décelé comme infraction boursière sur le marché. Les réflexions aujourd'hui tendent vers également la mise en place d'un fonds de protection des épargnants qui a comme objectif de préserver la stabilité du marché financier. Également, nous réfléchissons sur la mise en place d'un nouveau cadre prudentiel des acteurs afin d'améliorer le dispositif de supervision et de contrôle du marché financier. Mais le point qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce que nous avions fait sur le plan attractivité du marché. Et donc, sur le plan attractivité du marché, nous avons trouvé la nécessité de déconnecter tout ce qui est intervention des États sur le marché. Avant, il y avait une instruction 36 qui gérait l'appel public à l'épargne. Aujourd'hui, une instruction 63-2020 a été adoptée pour déconnecter les interventions des États. Et qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? On est passé d'un délai de presque une année pour une réalisation d'opérations des États à un délai aujourd'hui qui tourne autour de 3 semaines. L'objectif étant de le faire dans un délai vraiment le plus court que possible pour favoriser la cotation des titres et donc la circulation des titres sur le marché secondaire. Nous avons également révisé les conditions d'enregistrement des emprunts privés sur le marché en rehaussant le niveau de plafond qui était précédemment de 10 milliards à 20 milliards par opération et sur l'année. Également aujourd'hui, le cas de
de la gestion collective est en cours de relecture pour être plus conforme aux normes internationales et pour permettre la création de nouveaux produits d'OPC, comme par exemple les OPC immobiliers. Nous avons également, au cours des 10 dernières années, mis en place, le secrétaire général l'a dit tantôt, un cadre pour permettre l'émission d'obligations de type vert. Ceci pour renforcer le côté éthique, le côté vert de la finance, et les réflexions sont en cours pour aujourd'hui mettre un cadre réglementaire spécifique à la finance islamique. Enfin, au titre de la communication, il me plaît de rappeler que la conférence des chefs d'État, sur proposition du Conseil des ministres, a adopté la nouvelle dénomination du Conseil régional CREPMF, qui devrait normalement très bientôt, après ratification des États, s'appeler Autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Voilà de façon très brève, sinon je serai très long, ce qui a été fait au cours des 10 dernières années et qui pour moi sont les plus impactants. Merci M. Sassoon Zouken. Donc on passera la parole à M. Béric Diouf pour nous aussi faire le point des réformes du point de vue de la BRVM et des CPR. Oui, merci beaucoup. En fait, peut-être pour aller plus vite, je vais résumer la période de 2010 à 2020 en termes de réformes opérées par les structures centrales. Alors, deux types de réformes, celle relative au développement de la liquidité et l'autre relative à la diversification de l'offre de produits. Alors, pour la liquidité, en 2012, on a contribué et participé à la possibilité qui est donnée aux émetteurs de fractionner. Parce que ceux qui ont l'histoire du marché, on avait des titres qui avoisinaient 200 000 francs CFA, 250 000 francs CFA. Et la réglementation d'antan ne nous permettait pas d'avoir de fractionner aussi facilement. Et donc, depuis 2012, on a quand même fractionné sur les 46 valeurs qui sont cotées. Il y en a peut-être 6 qui ne sont pas encore fractionnées pour des raisons que nous connaissons. Donc, le fait de fractionner amène un peu plus de liquidité, parce qu'une valeur qui coûtait peut-être 100 000 va passer à 10 000 ou 5 000. Donc, on a quand même beaucoup travaillé sur le long terme. Pour certains critiquent le fractionnement, mais c'est un travail à long terme. On verra dans 10-15 ans quel sera le véritable impact. Le deuxième élément en termes de développement de la liquidité, c'est le passage de la cotation fixe à la cotation continue, qui permet de booster de la liquidité, de permettre aux acteurs d'avoir des transactions qui sont exécutées rapidement au fil de la journée, et en combinant l'élargissement de la plage de trading de 9h à 15h, permettant aux investisseurs qui sont à l'étranger de pouvoir participer au marché avant le closing. Ça permet également de développer la liquidité. On a également la bourse en ligne pour permettre aux investisseurs finaux des EGI de pouvoir accéder au marché de manière sécurisée. Et au titre de la diversification, en 2016, on a admis les soukouk, donc devenant la première place en termes de finance islamique. On a créé un dispositif pour les PME pour leur permettre d'accéder au marché. Et pour cela, on a innové avec nos amis de la Bourse de Casa en créant un mécanisme d'accompagnement, le programme Élite, qui permet aux entreprises de se préparer pendant 2 ans en termes de gouvernance, en termes d'élaboration de business plan, en termes d'organisation et pour venir à la cote. Donc ça, c'est un programme qui nous a permis quand même d'avoir une cohorte de 30 PME de bonne qualité qui sont dans le pipeline pour être cotées. Donc, si on reste positif, on est toujours positif, on aura dans quelques années ces 30 entreprises qui viendraient rejoindre les 46, ça fera combien? 76. Monsieur Saliou disait 100, on n'est pas loin. Alors, le deuxième élément, c'est les diasporas bonnes pour permettre à la diaspora de participer en investissant. Donc, en 2019, la Banque de l'Habitat du Sénégal a émis un diaspora bond de 22 milliards permettant aux ressortissants de la région en dehors du marché de participer à des opérations immobilières en investissant directement dans des diaspora bonds qui peuvent être derrière hypothéqués pour des prix immobiliers. Voilà un peu rapidement, monsieur le modérateur. Merci. Merci, monsieur Diouf. Je passerai le micro à monsieur Fadiga.
Si vous avez bien noté, le régulateur a posé ses réformes. La BRVM aussi a présenté ses réformes. On aimerait savoir, de votre point de vue en tant que société de gestion et de médiation, quel était l'impact de ces réformes sur vos activités et sur, disons, vos performances éventuellement? Écoutez, les réformes, je voudrais quand même d'abord, avant même de parler de l'impact de ces réformes, je voudrais souligner que les réformes qui ont été mentionnées par le régulateur et aussi par les structures centrales sont les bienvenues. C'est des bonnes réformes. Et quand vous partez, parce qu'en fait, il y a à peine 2-3 ans, une des complaintes majeures des acteurs était que le temps que prenait l'obtention des visas pour les opérations était trop long. Voilà, ça c'était une complainte majeure qu'on entendait pratiquement quotidiennement en fait. Non, c'est le CREPMF, vraiment, bon, on l'appelait de beaucoup de noms, hein, mais ça dure trop longtemps. On peut pas travailler comme ça. Mais donc, quand on parle de pouvoir réaliser des opérations sur le marché obligataire en 30 jours, puis avant ça prenait 6 mois, mais c'est phénoménal, c'est fantastique. Donc on est content, on se réjouit de cela. Et je m'arrête aussi sur une réforme qui a été faite, qui a été réalisée au niveau des structures centrales, notamment le fractionnement, qui n'a pas été toujours bien compris par tout le monde, parce que bon, je pense qu'aussi peut-être que nous avons eu une différence dans la communication. Hein, on a peut-être présumé que les gens étaient plus sophistiqués qu'ils ne l'étaient en réalité. Donc on n'a pas suffisamment communiqué, mais en fait c'est une réforme majeure, c'est structurant. Donc non, nous trouvons que ces réformes sont les bienvenues, mais nous avons un objectif, compte tenu de la feuille de route qui a été mentionnée. Donc ce qui reste à faire est encore énorme. C'est-à-dire nous n'avons même pas encore réalisé 30% de ce que nous devons faire. Je le dis, c'est un chiffre qui a été mentionné lors de la revue du plan stratégique en novembre 2019. Donc pour dire que nos attentes sont encore longues. Voilà. Mais ce qui a été réalisé, super, fantastique, nous sommes contents, nous en réjouissons. Merci. Donc je me tourne maintenant vers M. Mohamed Rachid. On le sait tous, hein, le directeur général de la BRM en a parlé. Les marchés ne sont pas suffisamment grands et matures pour pouvoir jouer le rôle économique qu'on attend d'eux. Là, on va s'attaquer maintenant, disons, on va essayer de trouver des solutions par rapport à deux problèmes spécifiques. Le premier, c'est qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au marché qui est trop fragmenté. Et le second point sur lequel j'aimerais bien que vous développiez, c'est l'intervention des États sur le marché financier. Monsieur Rachid Mohamed. Merci. On se partage les micros. Ouais, on est tous vaccinés. Merci. Si vous permettez, je vais commencer par le deuxième, le rôle de l'État pour revenir. Ok. Honnêtement, je n'ai pas.
Allô, allô. En fait, comme c'est diffusé sur les réseaux sociaux, on a besoin de micro. Donc je m'excuse. Donc je disais que si on voit par exemple aujourd'hui ces grandes places financières, ces grandes bourses où il y a le plus d'IPO au monde, quand on regarde les IPO aujourd'hui, ce n'est plus les anciennes entreprises d'industrie, d'agriculture, minière, c'est beaucoup plus les SPAC, c'est ce qu'on connaît maintenant, les Special Purpose Acquisition Companies. C'est beaucoup plus tout ce qui est FinTech, c'est beaucoup plus l'IT, c'est beaucoup plus le technologique. Et même les grandes bourses qu'on connaissait, par exemple le London Stock Exchange, quand on voit aujourd'hui la part, par exemple, et il a régressé de manière drastique dans les 10-15 dernières années. Il y a 15 ans, 20-25% des IPO se faisaient à Londres. Aujourd'hui, pas plus de 4%. Pourquoi ? Parce que quand on voit, par exemple, la part de la technologie, quand on voit tout ce qui est FinTech, quand on voit les startups, à la Bourse de Londres, c'est 2%. En Asie, aux États-Unis, et là où ça se passe vraiment, c'est entre 30 et 40%. Donc si finalement je suis en train de dire, si vous voulez effectivement avoir des IPO, si vous voulez vraiment, il faut avoir ces entreprises qui se cotent, il faut avoir ces startups, ces SPAC, ces nouvelles entreprises technologiques qui ont besoin de lever des capitaux et qui, par la force des choses, viendront frapper à la porte des marchés pour lever des capitaux. Et on revient à la logique de l'offre et la demande. Maintenant, l'intégration. Bon, si on revient à la dimension, quel est le rôle ? Pourquoi nous avons créé ces marchés ? On dit tous, indépendamment du fait que voilà, ça fixe le prix, nous sommes en train d'échanger, mais ça n'apporte vraiment pas grand-chose à nos économies. Les marchés ont été créés pour financer l'économie, au-delà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions dont on a parlé, mais pour moi, la fonction principale des marchés de capitaux, c'est effectivement financer notre croissance, financer notre développement. C'est permettre effectivement à ce que les uns les autres, quand ils ont une opportunité d'investissement dans le continent, puissent aller lever des capitaux. Aujourd'hui, pour lever des capitaux, je parle au moins des places financières, des bourses régionales qui veulent se positionner comme étant un lien direct pour canaliser l'épargne ou le surplus d'épargne du reste du monde vers le continent. Aujourd'hui, tous, avec nos capitalisations les unes les autres, en tant que bourse,
Allô. Nous avons le meilleur système de trading et de surveillance qui tourne presque au monde, c'est celui de London Stock Exchange. On a le même. Ça permet de 500 transactions à la seconde. Quand je fais la moyenne de ce que nous avons fait pendant toute l'année, on est à 1000 par jour, alors qu'il permet 500 par seconde. Et je parle de la bourse de Casablanca, qui est entre 2 et 3 en termes de capital, en termes de développement au niveau de l'Afrique. À quoi ça sert effectivement? À ce que d'autres bourses, je parle des 31 autres bourses, doivent eux aussi, ou plutôt elles aussi, faire le nécessaire, chercher les moyens, faire une première évolution, une deuxième et une troisième. Avons-nous besoin de plusieurs chambres de compensation? À la bourse de Casablanca, nous sommes en train de faire le nécessaire pour développer une chambre de compensation. Cette chambre de compensation, ce système, cette société, tout ça peut être mis au service d'eux. Et au niveau de Casablanca, nous sommes dans cette ambition régionale. Nous sommes en train de... C'est très simple. Dans les 10 dernières années, il y a 25 textes relatifs au secteur financier qui ont été revus, soit from scratch, soit ils ont été amendés. Pourquoi? Pour régionaliser le corpus législatif et réglementaire du secteur financier marocain, pour le mettre au service de l'intégration africaine, pour le mettre au service du développement africain. Tout à l'heure, je reviens souvent à Amadoubi qui a parlé des instituts de formation. Le talent pool, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le talent pool, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça ne sert à rien à ce que chaque pays africain, dans son coin, puisse avoir un grand institut de la finance. Il faut investir tous ensemble dans un institut de la finance pour effectivement développer des grands analystes financiers, des grands gérants de fonds, des grands banquiers d'affaires, des grands et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau de Casablanca, nous avons fait le nécessaire pour effectivement ramener par exemple le CFA, le Chartered Financial Analyst. Avant les euros de Casablanca, il partait à Paris pour passer le Chartered Financial Analyst. Aujourd'hui, à partir de 2018, c'est à Casablanca. Nous avons fait la même chose avec le CISA, le Chartered Institute for Securities Investments. Nous avons fait la même chose avec le CII, le Chartered Insurance Institute. Et bientôt, on va signer avec le CBA, le Chartered Banking Institute, pour permettre aux Casablancais, pour permettre aux amis africains de venir s'installer, de venir se former à Casablanca pour avoir ce qu'il y a de mieux en matière de banque d'affaires, de banque privée, de tout ce qui est banque, marché, j'ai envie de dire. Donc, si j'ai un appel à faire, c'est effectivement, faisons ensemble, mettons-nous la main dans la main, ça va nous permettre d'aller plus vite, plus loin, parce que la situation qui est la nôtre aujourd'hui est telle... Enfin, il pose la question... En fait, c'est le micro qui passe sur le live. Ne me demandez surtout pas de redire ce que j'ai dit. Je ne saurais pas le faire, parce que ça sort comme ça, hein, donc je n'ai pas préparé, j'ai pas de papier. Donc voilà, je ne vais pas vous dire, mais l'idée, honnêtement, c'est ça. L'idée, c'est de faire ensemble, parce que il y a d'ailleurs, nous sommes en plein centre de l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez tous l'adage qui dit que tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc je pense qu'ensemble, on dira à la fois, on ira plus vite et on ira encore plus loin. C'est tout ce que je peux dire dans un... Merci. Merci. On va passer la parole à M. Birahima Diouf, qui va rajouter quelques mots. Pour répondre aux différentes questions posées. Hein. Alors, sur la création d'ensemble, je pense que l'idée d'intégrer les marchés, c'est de créer des ensembles pour permettre aux émetteurs d'avoir accès à plus de ressources. Si je prends le cas du WACMIC, si nous arrivons à finaliser ce projet, ça veut dire qu'un de nos États qui avait l'habitude d'aller sur les places internationales pourra lever des capitaux dans cet ensemble. Ça, c'est quand même un grand pas. Et donc, l'idée aussi, je pense qu'il faut qu'on clarifie, l'ensemble ne veut pas dire forcément fermer des bourses. Hein. Je pense que c'est l'intégration. Donc, les bourses nationales vont continuer à exister, mais il y aura des dispositifs, des accords entre les différentes places pour continuer à coopérer ou à créer un ensemble de réglementations admises par toutes les parties prenantes pour pouvoir laisser un émetteur lever des capitaux sur l'autre marché. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Un autre élément, c'est nous n'avons que 25 ans. Je pense que le plan de développement du marché a posé une vision, des actions et des plans d'action. Je pense que 25 ans, on ne peut pas nous comparer à des places qui ont presque 80 ou 90 ans. Mais nous avons fait quand même le bon de créer une bourse qui a été bâtie sur les standards internationaux en termes d'organisation, en termes de règles. Je pense que le régulateur en a parlé. Nous avons des règles qui nous permettent d'attirer des internationaux.
Nous avons beaucoup d'internationaux qui interviennent sur notre marché. Donc, je pense que la coopération, elle est là. Il y a déjà des pistes. On avait déjà ouvert des pistes, je pense, avec l'association des GI il y a quelques années et la place de Casa pour développer cette coopération. Alors, maintenant, sur les privatisations, le directeur général a parlé d'à peu près 2000, mais c'est surtout le continent. Mais si on prend l'Afrique de l'Ouest, et je pense que ceux qui sont dans les dossiers de privatisation savent qu'on n'a pas encore, ou on n'a pas toujours de mariées très belles à marier. Les bonnes privatisations sont parties. Il reste quelques privatisations qu'il faut préparer. Mais l'élément important, à mon avis, sur lequel il faut leverage, comme on dit, c'est le secteur privé. Il faut que le secteur privé s'approprie la bourse. Au même titre que le secteur privé s'est approprié le système bancaire, il faut que le secteur privé s'adresse à la bourse quand il y a du financement à long terme, quand il y a besoin d'augmentation de capital, quand il y a besoin de financement d'une restructuration. Il faut que le secteur privé s'adresse à la bourse. Les privatisations, oui, il y en aura toujours, moins. Sur notre région, je pense que la Côte d'Ivoire a fait le maximum. Hein. Si on regarde la côte, toutes les entreprises qui sont là, la plupart viennent par privatisation. Les autres pays, on a une ou deux. Donc l'appel, c'est le secteur privé. Il faut que le secteur privé s'approprie le marché financier. Sans cela, je pense qu'on aura dans 10 ans le même niveau. Et donc ça, c'est important de le rappeler. On se retourne toujours vers les États, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Mais je pense que les États ont créé des conditions. Elles ne sont pas tout à fait exhaustives. Il faut que le secteur privé s'adresse au marché pour lever des capitaux. Et donc, on est complémentaire au système bancaire, on n'est pas exclusif. Donc ça, c'est important. Et je pense que quand le secteur privé viendra plus sur le marché, on aura une centaine d'entreprises, 200, 300. C'est très important. Merci. Oui, justement, pour rebondir un peu sur ce que le directeur général adjoint des structures centrales a mentionné concernant l'action des États. C'est vrai que les États ont agi, je l'ai mentionné, les États agissent énormément sur notre place en ce qui concerne le compartiment obligataire. Le DG de la Bourse a mentionné tout à l'heure que oui, aujourd'hui on constate que la capitalisation des obligations a dépassé la capitalisation des actions. Ça va au-delà de ça, même ça, parce que si on regarde même le marché financier de l'UEMOA dans son ensemble, on va regarder le marché des titres publics qui est géré par la BCAO, par l'agence UEMOA Titres. Et quand on combine les deux, aujourd'hui, les encours des titres publics de nos États approche aux alentours de 18 000 milliards. Voilà, donc environ 18% de notre PIB. Okay, pendant qu'il était seulement que de 6% du PIB en 2013. Donc il y a eu vraiment une avancée, il y a un progrès qu'on doit remarquer, qu'on peut saluer pour dire que les États sont engagés. Mais ce que moi j'ai essayé de soulever dans mon propos de départ, c'est le fait que le compartiment action, ce qui concerne justement les privés, les entreprises privées, est négligé. Il est important de le dire que l'action de l'État, quand on mentionne les privatisations, ça c'est un volet. On peut mentionner l'autre volet aussi, qui est l'obligation de se faire coter. Parce qu'en fait, un État est souverain. Il détient des leviers. L'État détient des leviers. Pourquoi l'État ne pourrait pas, un État, que ce soit le Mali par exemple, dire bon, aux sociétés minières qui viennent, qui sont fortement intéressées aux mines qui s'y trouvent, que intégrer dans les contrats d'exploitation des mines par exemple, que vous devez quand même peut-être voir comment coter votre entreprise, en tout cas ici sur notre bourse régionale, peut-être pas toute l'entreprise, mais créer la filiale qui va exploiter ici pour coter sur notre bourse. C'est des sociétés qui sont cotées à Toronto ou en Australie qui sont ici. Donc, ce n'est pas qu'elles sont réfractaires à être cotées. Elles connaissent ce mécanisme, elles lèvent les fonds dessus. On peut leur demander. Essayons de leur demander et puis voir. Je ne pense pas qu'on leur demande. Donc ça, c'est un volet, en fait. L'autre volet, concernant toujours les entreprises privées, comment les faire venir? On ne va pas, si on adopte l'attitude que nous avons peut-être maintenant, c'est-à-dire build and they will come, c'est-à-dire on a construit le marché, on a mis les infrastructures en place, les entreprises ont couru pour venir seules. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va prendre 100 ans, mais on peut les encourager.
Et pour les encourager, on parle d'incitation. Et là encore, c'est les autorités qui détiennent les leviers pour ça. L'incitation fiscale, par exemple, c'est le levier le plus puissant que les autorités détiennent. Il y a des exemples. On peut citer plusieurs places qui ont fait cet exercice et ont obtenu des résultats. OK? Qui ont obtenu des résultats. Même près de nous, tout près de nous, sur le continent africain d'ailleurs, par exemple, un résultat que nous avons regardé, qu'on a trouvé qui était bien, qui était spectaculaire, c'est la Tunisie. Un pays qui est relativement petit par rapport à l'UEMOA, hein, on peut dire. Okay? Mais la Tunisie, qu'est-ce que la Tunisie a fait? Ils ont deux compartiments, comme nous. Ils ont trois, mais je crois. Mais ils ont un marché principal et un marché alternatif dédié au PME. En 2012, ils ont fait un programme d'incitation fiscale. Ils ont baissé les impôts sur les entreprises de 30 à 20%. En 2012, il y avait 59 sociétés cotées. 5 ans plus tard, en 2017, il y a 81 sociétés cotées liées à cette incitation fiscale. On peut essayer ce genre de choses, hein. Ça peut peut-être marcher. Voilà. D'accord. Je pense que vous avez passé le micro au représentant du régulateur qui va nous dire, en fait, dans la feuille de route, parmi les actions concrètes du CREPMF, quelles sont les actions qui permettent, en fait, qui incitent l'État à pouvoir, disons, redynamiser le marché éventuellement. Merci, monsieur le modérateur. Juste revenir sur deux faits. Je pense qu'il ne faut pas obligatoirement, déjà, pour les interventions des États, opposer ce qui se fait par syndication et l'adjudication. Les deux étant des moyens mis en place par les États pour pouvoir se financer. Et je pense qu'à un moment donné, le bilan se fera et on en tirera les conclusions. Pour revenir aux incitations ou aux mesures d'accompagnement, moi je dirais, pour faciliter l'éclosion du compartiment action ou soit du marché financier, c'est vrai, on a fait la tentative de l'harmonisation de la fiscalité. M. Dieye est revenu. J'avoue que ces débats ne sont pas évidents parce que les États que je qualifierais pas de réfractaires, mais qui résistent en fait aux propositions sont les États les plus, je dirais, les plus importants de la zone, du fait de l'impact de ces fiscalités sur... Et donc la directive 09-2010 souffre de sa transposition parce que, mais on n'en est pas resté là. M. Dieye, qui est là, a reconduit notre étude, qui est repartie au niveau de la commission, dont les conclusions, je dirais, ont été mal comprises quand on était au séminaire de validation. Et donc actuellement, une autre étude encore est en cours pour pouvoir amener les États à suivre le pas, en tout cas les propositions indiquées par les acteurs de la place. Voilà ce que je peux ajouter juste sur ce point. Merci Sassou. Effectivement, c'est la problématique de la fiscalité, c'est que vous touchez aux ressources des États et ce n'est pas évident. Quand on a préparé le lancement du troisième compartiment pour les PME, la direction, la haute direction est allée rendre visite à la plupart des chefs d'État pour leur parler. Effectivement, vous avez souhaité que la Bourse mette en place un dispositif d'accès au marché de capitaux pour les PME, mais nous pensons que vous devriez faire quelque chose. Comme il l'a dit, il y en a qui ont dit niet. Donc, alors, si on attend d'avoir cette incitation pour amener les entreprises, je pense qu'on n'en aura pas. Je pense qu'il faut trouver des moyens de parler aux entreprises du secteur privé sur la motivation pour lever des capitaux avec des moindres contraintes que le système bancaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Je donnerai un autre cas, c'est l'Égypte. Je pense qu'ils avaient, je ne me rappelle plus de l'année, mis en place une incitation fiscale pour attirer les entreprises. Je pense qu'ils en ont eu je crois, la première année, 100 entreprises.
quand l'incitation, la date limite est arrivée pour la fin de l'incitation, les entreprises ont demandé à sortir de la bourse. Alors, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut que la motivation d'une entreprise qui vient à la côte ne soit pas une motivation fiscale. Ça peut aider, mais il faut qu'il y ait un besoin. J'ai besoin d'être plus transparent, j'ai besoin de mettre en place une gouvernance, j'ai besoin de lever des capitaux, j'ai besoin de parler à des internationaux, et ainsi de suite. Et c'est seulement dans cette perspective qu'on peut avoir des entreprises qui sont là pour 100 ans, 200 ans. Merci. Merci. Bon, nous arrivons à la phase des questions-réponses. Vous l'aurez noté, la qualité de nos intervenants a fait que nous n'avons même pas vu le temps passer. D'accord, donc là je m'adresse à la salle. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, qui lèvent leur main. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je pars vers vous avec le micro qui est connecté aux réseaux sociaux. Okay, est-ce qu'il est connecté aux réseaux sociaux? Okay, d'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis Djibril Dosso de CIFA Bourse et je remercie le panel pour la qualité des échanges. Et j'ai des questions, mais j'ai aussi des suggestions. Donc, concernant l'incitation fiscale, je pense que c'est important je ne me souviens plus de votre nom, mais vous avez dit en fait qu'il fallait combiner ça avec d'autres mesures. Mais moi, je pense que le plus important, déjà, pour emmener ces sociétés à arriver sur la bourse, c'est qu'il faut qu'elles comprennent en fait quels sont les avantages de la bourse. Parce que pas mal de sociétés aujourd'hui ne comprennent pas en fait les avantages. Et je pense que nous, en tant que participants du marché, avons un devoir dans ce sens de pouvoir avoir une approche pédagogique. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que sur nos bourses, on constate qu'on a juste de l'equity et de la dette. Je pense qu'il faut qu'on ait une proposition de produit, je pense que vous l'avez indiqué tantôt, une proposition de produit telle que les ETF, ce qui permet en fait de pouvoir mutualiser des sociétés qui opèrent dans un même secteur d'activité, mais aussi pour emmener aussi une certaine dynamisation à notre bourse, c'est de créer des produits dérivés, tels que des options sur ces sociétés. Ce sont des éléments qui sont vraiment pourvoyeurs d'assez de liquidité sur le marché, puisque ça met en mouvement tout ce qui est titre et ça emmène les émetteurs à créer plus, puisque le besoin existe. Nous sommes convaincus aujourd'hui que l'Afrique est le continent où on a le plus de besoins en termes de financement, que ce soit au niveau étatique, mais au niveau, comment dirais-je, privé. Et ils ont du mal, toutes ces entités ont du mal aujourd'hui à lever des financements. Et le dernier point, c'est sur la facilitation. Et M. Fadiga, je pense que vous avez expliqué ce point avec brio, c'est que les procédures d'émission et d'approbation au niveau du régulateur sont quand même assez longues. Donc moi, je pense que le régulateur est là, donc il pourra, je vois qu'il prend des notes, c'est déjà une bonne chose. Je pense que ces points doivent être, et nous, en tant que participants du marché, nous devons aider en fait à créer ces produits. Et donc ma question s'adresse à vous. Qu'est-ce que nous sommes en train de mettre en place, régulateurs, participants du marché, pour pouvoir créer ces produits dérivés? Avec le DG de la BRVM, je me rappelle, en 2012, je venais fraîchement d'arriver des États-Unis, où j'ai été trader à la bourse de New York sur tout ce qui était options. On était au niveau de l'American Stock Exchange, qui a été racheté en 2008 par le NYSE Arca. Donc on a traversé la rue et on est allé de l'autre côté, et on était la place la plus importante des options. Et moi, je faisais tout ce qui était ETF, donc tout ce qui était produits dérivés des ETF. Donc on avait Spider, LQD et d'autres produits. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique aujourd'hui pour pouvoir créer d'autres produits tels que les ETF et les produits dérivés? Et si oui, où est-ce que nous en sommes? Merci. Ouais, c'est comme je...
Merci beaucoup. Alors, on a de bonnes nouvelles pour vous, puisque vous parlez de produits dérivés. Les études vont être lancées très bientôt pour la mise en place de ce marché dérivé. Alors, vous savez, pour mettre en place un marché dérivé, il faut de la liquidité quand même. Et donc, si vous voulez faire des dérivés sur le marché action, il faut de la liquidité. Donc, on revient au point de départ. Il faut de la liquidité pour faire des produits dérivés. Mais on est bien avancé dans ce projet. On a la note de cadrage a été adoptée et puis un consultant a été désigné pour mener cette étude. Donc, vous aurez bientôt de bonnes nouvelles. Alors, sur les ETF, alors, on a fait une recherche il y a 4 ou 5 ans sur les ETF, mais à défaut d'avoir la réglementation disponible, ce qu'on voulait faire, on voulait faire un ETF sur JSE, la Bourse d'Afrique du Sud. Alors, ça nous permettait, nous, de nous permettre de booster la liquidité localement sur les sous-jacents qui sont chez nous. Je donne le BRVM10, faire un ETF sur le BRVM10, ça permet d'avoir de la liquidité et avoir des transactions sur la bourse sud-africaine. Alors, on a fait les études, on a bien avancé, on a parlé avec JSE, les acteurs du marché sud-africain, et on est arrivé à un niveau où nous sommes bourse, nous ne pouvons pas... C'est des ETF. Il faut le faire lancer par les gestionnaires d'actifs ou les acteurs de place. Donc, on a partagé cette note conceptuelle avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de contact aux acteurs du marché. On n'a pas eu de réponse. Donc, c'est pour vous dire, on a quand même, depuis 2012, on a ouvert plein de chantiers. Et donc, pour chaque chantier, on a une note conceptuelle, notre projet, avec des contacts, avec le benchmark pour répondre aux standards internationaux. Donc, on n'a pas pu avancer. Et donc, vous avez, je pense en introduction, vous avez dit, nous sommes les participants. Donc, autant nous, en tant que structure centrale, on a un rôle à jouer, mais vous, en tant qu'acteur, vous avez aussi un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas être dans toutes les entreprises pour parler aux chefs d'entreprise. Il faut que les acteurs s'en chargent. Nous venons en appui quand on est sollicité. Alors, dans nos pays, les antennes sont sollicitées. Quand c'est stratégique, c'est la direction générale qui va dans le pays rencontrer les entreprises. Donc, nous sommes disposés. Mais chacun a un rôle à jouer. Et la ligne est très fine. Si on se met à structurer, ça veut dire qu'on ne prend pas. Et donc, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, on doit être équidistant. Mais rassurez-vous, on est là pour soutenir le marché, aussi bien les émetteurs potentiels que les acteurs du marché. Merci. Merci, M. Diouf. J'ai noté 3 points. Pas d'incitation fiscale seulement, montrer le bienfait de la bourse. Je pense qu'on s'est vu à Bamako il y a 1 mois et c'était le sens de notre venue. Comme il a dit, le régulateur peut impulser le développement, la promotion, mais on ne peut pas promouvoir parce qu'on est régulateur après tout. Mais autant que faire se peut, on essaie d'impulser cette action de promotion du marché. Contrat de titres dérivés, je pense qu'on en a parlé à Bamako également, les nouveaux tests, pour ceux qui l'ont vu, puisqu'il y a une relecture des tests de base en cours, le prévoit. Donc le cadre est en train d'être prévu. On espère qu'ils seront adoptés comme tels et ça sera aux acteurs de prendre le relais. Les procédures d'émission longues, je pense déjà que nos tests prévoient une durée de 3 mois, le temps de tenir une prochaine session. Mais comme je l'ai dit, depuis 2 ans, le président est résident, donc plus de facilité pour appeler, tenir les réunions. Et je mets au défi aujourd'hui les SGI qui sont dans la salle, qui ont un dossier au niveau du secrétariat général, de dire que le dossier est dépassé 3 mois sans un retour du régulateur. La plupart du temps, ce que nous avons, c'est des dossiers incomplets pour lesquels on redemande et on ressollicite d'informations, soit les plus complètes ou les informations idoines pour certains cas. Voilà ce que je peux ajouter. Il faut que je rebondisse sur un commentaire. Non, juste une minute. Hein. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je voudrais quand même rebondir sur
les commentaires qui ont été faits. J'ai apprécié la contribution de M. Dosso, effectivement. Comme M. Diouf l'a dit, hein, il y a de bonnes nouvelles. Depuis que nous sommes là, nous avons identifié justement l'introduction des nouveaux produits, notamment les options, par exemple les ETF, comme des instruments qui pouvaient favoriser la liquidité. Mais on a été confronté à un problème au niveau de la régulation, où la régulation, le cadre ne permettait pas, n'autorisait pas l'introduction des options, par exemple, puisque nous sommes un marché au comptant. Donc, dès lors que vous parlez d'options, vous parlez de produits dérivés, il faut un marché à terme. Donc, nous sommes un marché au comptant, il faudrait changer ça d'abord pour pouvoir introduire les produits dérivés. Ceci dit, sinon, c'est une contribution qui a été faite justement dans le cadre de la relecture du règlement général. Et je pense qu'il a été retenu et que voilà, qu'on est d'accord qu'on va autoriser les produits dérivés. Maintenant, concernant les ETF, M. Diouf, effectivement, nous avons consulté la note qui a été partagée et mes souvenirs sont bons que nous avons fait des observations, nous avons soutenu le projet et avec des observations, nous avons même proposé une mission d'exploration sur d'autres marchés tels que le Nigeria qui ont des ETF mais qui ne sont pas très actifs. Et c'était notre interrogation. Le Nigeria, je crois, il y a peut-être 5 ou 6 ETF qui existent au Nigeria, par exemple, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe et ça n'a pas véritablement contribué à la liquidité. Le turnover au Nigeria est toujours pareil comme chez nous, bon, peut-être un peu mieux, mais ils sont toujours autour de 5-6%. Donc voilà, on a dit qu'il fallait peut-être qu'on parte regarder de près pour voir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné comme souhaité. 1 minute est passée, merci. Merci, monsieur Rachid. 30 secondes. Ah. Juste, alors, sur les ETF, je veux juste rappeler, en fait, l'idée, c'était pas de lancer un ETF ici, mais de le lancer en Afrique du Sud en ayant les sous-jacents ici. Donc, ça veut dire que d'un point de vue réglementation, c'est la réglementation sud-africaine qui est exposée. Et donc, nous, ça nous permettrait d'avoir la liquidité sur les sous-jacents. Donc, ce n'était pas sur le marché local. Et le contact qui avait été pris, c'était avec des acteurs qui étaient en Afrique du Sud, capables de prendre en charge sur le marché sud-africain la vente et les achats des ETF. Ça nous permettait, nous, d'avoir de la liquidité. Voilà. Merci, M. Diouf, pour la précision. Je passe la parole rapidement à M. Rachid, qui a quelques mots à dire. 30 secondes. Merci. Non, juste un petit complément par rapport à cette question de fiscalité. Sur les deux volets, c'est très bien d'avoir effectivement des incitations fiscales pour les entreprises. Pour ce côté, d'ailleurs, ce n'est pas à perte, parce que les entreprises, nous avons fait des études sur la data que nous avons à Casablanca. Nous avons trouvé que, d'abord, les entreprises cotées sont les entreprises qui contribuent le plus à la fiscalité, donc aux recettes fiscales. Donc l'État, quand elle donne des incitations fiscales pour ce côté, à l'après, elle récupère encore plus. Deuxième élément important, c'est que ces entreprises, une fois cotées, ils grandissent. Et donc, du coup, ils ont plus de chiffre d'affaires, et donc plus de résultats, et donc plus de fiscalité. Donc, c'est récupéré doublement. Le deuxième volet est très important. Autant il faut faire des incitations fiscales pour que les entreprises soient cotées, autant il faut inciter les épargnants fiscalement pour effectivement à ce que les revenus soient défiscalisés. Vous avez parlé tout à l'heure du plan d'épargne action. Nous en avons un à Casablanca. Nous sommes en train de travailler avec l'administration fiscale pour faire en sorte à ce que ce plan d'épargne action bénéficie de même avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie comme l'assurance retraite complémentaire. Voilà. Nous n'avons pas encore eu gain de cause, mais c'est quelque chose qui est en cours. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous nos intervenants d'aujourd'hui. On a parcouru plusieurs éléments, le point de la réforme, l'impact de ces réformes, la vision pour placer le marché des capitaux en Afrique de l'Ouest au cœur du dispositif visant le de l'économie, et tous ces participants ici présents qui sont des acteurs majeurs du marché des capitaux ont répondu et ont développé différents points. Je vous dis encore merci. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci d'avoir été... On les applaudit s'il vous plaît. Donc, la photo de famille. Voilà. On a fait une photo de famille. Voilà. D'accord. Merci à notre modérateur. Alors, je veux que le photographe nous aide pour trouver le meilleur endroit pour faire cette photo de famille.
On va aller rapidement. Il se place où? Juste devant, voilà. Alors, c'était un super panel. Je me rends compte qu'il y a eu une petite discussion entre M. Fadiga et M. Diouf. Ça m'étonne parce qu'ils sont quand même voisins au bureau. Et en tout cas, la discussion a commencé au bureau et continue ici. Mesdames et messieurs, nous allons donc procéder à la première communication. Il y en a deux à l'occasion de cette journée. Il semblerait que l'influence des banques ne favorise pas l'éclosion de certains acteurs du marché. On va en savoir davantage avec le thème « Réussir le décroisement entre les banques et les marchés des capitaux » qui sera présenté par la présidente et fondatrice de Kiralit France, recevant Dr Estelle Braque. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon? C'était bon chez vous? C'est bon chez moi. Merci. Alors, la slide était tout à fait correcte tout à l'heure. J'ai conscience que nous sommes dans la dernière ligne droite avant la pause café. Devant la richesse des débats, j'ai une obligation juste après, donc je vous impose mon keynote avant de passer au café. Voilà, donc parmi la richesse des points qui ont été évoqués juste avant, donc charge m'a été confiée d'approfondir un sujet en particulier qui est l'importance, la domination au sens volumétrique et non pas politique du secteur bancaire sur les marchés de capitaux sur l'Afrique. Donc Khadija et Hind m'ont donné le sujet, 4 heures pour débattre, donc synthèse pro, coins et synthèse. Non, je vais être beaucoup plus synthétique. La slide suivante, s'il vous plaît. Next. Merci. Alors, si je prends ma casquette académique, le développement du marché financier passe par un certain nombre de points. Donc, la profondeur du système financier, l'accessibilité des agents économiques au système financier, la rentabilité. Ah, ça marche plus là, ok. L'efficacité des intermédiaires financiers, la complétude ou la diversité du côté de l'offre et de la demande, et l'ouverture et l'existence d'institutions d'appui. Donc nous allons justement regarder un point en particulier qui concerne la profondeur, l'approfondissement des marchés capitaux. Next. Suivante. J'avais un code, c'était ça le code mais... Alors la profondeur du secteur financier, elle va caractériser donc l'importance du secteur financier d'abord au sein de l'écosystème. Donc on va comparer en règle générale un certain nombre d'indicateurs financiers au PIB. Sur le continent africain, bien évidemment, je n'ai pas chiffré, je ne l'ai pas quantifié ici, vous savez, il est extrêmement important. Donc ce ratio est extrêmement élevé. Dans la profondeur, on va parler de 2 points en particulier, la financiarisation et l'approfondissement financier, une approche par les stocks et une approche par les flux qui est l'accès au financement. Donc le premier point, la question de l'approche par les stocks, de la financiarisation, elle nous amène directement à cette question de la désintermédiation que je vais développer. Non, c'était bien avant. Voilà, les économies africaines sont caractérisées donc par une proportion extrêmement importante
qui est caractéristique et qui ne se retrouve assez peu ailleurs dans le monde, du crédit bancaire dans le financement de l'économie. Là, je parle de la partie intermédiation, ou de la partie accès à une finance externe. La vérité, la proportion extrêmement importante du crédit bancaire, c'est pas tout à fait juste. Le mode de financement premier des entreprises africaines, c'est les fonds propres, qui sont dans une proportion extrêmement importante. Donc parmi les accès externes au financement, le crédit bancaire est extrêmement important. D'autre part, le secteur bancaire est le secteur le plus présent, le secteur des services financiers, il est le plus présent sur les marchés de capitaux parmi les entreprises cotées. Donc on a une double aspect. Donc pourquoi je parlais des intermédiaires, c'est dans ce sens-là, c'est cette idée de faire évoluer la position relative des banques du secteur bancaire et financier par rapport au reste de l'économie. Je n'avais pas tout à fait fini la slide d'avant. Donc c'est un sujet qui permet en fait d'appréhender les conditions de financement des agents et en particulier des PME et des toutes petites entreprises, des ETI, TPE, PME, ETI. On considère que dans la théorie économique, qu'elle pourrait contribuer à rendre plus efficace la politique monétaire. Et en principe, elle est réputée comme devant garantir une meilleure stabilité du système bancaire et financier. Suivante. Non, c'était précédente. Voilà, merci. Alors, cette désintermédiation, c'est un sujet en débat à l'échelle globale, en particulier en Europe. Vous savez qu'en Europe, les 2/3 du financement des entreprises se fait par l'intermédiaire du crédit bancaire, à l'inverse des États-Unis, où c'est 2/3 finance de marché, finance de marché de façon globale, et 1/3 crédit bancaire. Donc la question de la désintermédiation bancaire en Europe, elle est clairement posée, elle est clairement promue par les organisations internationales, bien évidemment le FMI, mais pas que, également par la Banque des règlements internationaux. Est-ce que ça s'applique à l'Afrique ? De façon globale, si l'on adapte les arguments en faveur de la désintermédiation qui est prônée pour l'Europe et du contexte européen à taux négatif, si l'on regarde ce contexte-là, ce contexte s'applique beaucoup moins sur le continent africain, puisque la question des taux est complètement différente. On est encore sur des taux d'intérêt qui sont relativement élevés. Comment résoudre... Non, vous allez trop vite. Merci. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, merci. Non, il y en avait une autre avant. Voilà, très bien. Suivante, merci. Alors, la problématique ici, si je sors là de l'intermédiation, la question, je voudrais juste revenir sur un certain nombre de concepts. Le premier étant la nécessité de mobiliser l'épargne nationale. Mon propos est de dire qu'à la fois sur le continent, il y a des richesses, à la fois à l'extérieur du continent, il y a des richesses. En gros, si je veux vulgariser mon propos, des liquidités, il y en a. De l'argent, il y en a. Là, si je prends ma casquette plus bancaire, nous sommes sollicités par des investisseurs étrangers, par des investisseurs continuellement qui ont des liquidités. Vous voyez bien l'évolution, la place où le total de bilan des banques centrales des pays, de la plupart des pays du monde, ce total de bilan a explosé. Ça se traduit par de fortes liquidités dans l'économie. Donc il y a des investisseurs qui ont une capacité de financement conséquente. La question est de trouver les bons projets, les bonnes occasions pour investir. Sur le continent africain, ça se traduit par la capacité à mobiliser les ressources internes sur le continent. Alors, il y a un certain nombre d'éléments pour le faire. Je ne reviendrai pas dessus pour être synthétique. Ces éléments ont déjà été évoqués tout à l'heure. Et ce sont des lieux communs sur la capacité de formaliser les économies africaines et d'attirer les capitaux.
Là, j'ai mentionné un point qui me semble important, qui est quelque chose qui va advenir dans les années à venir, qui n'est pas encore présent aujourd'hui. C'est le fait qu'un certain nombre d'investisseurs ont investi dans les startups africaines. Donc vous connaissez les grandes annonces sur quelques licornes africaines. À un moment donné, ces investisseurs vont sortir et ils vont à ce moment-là aussi générer des opportunités de réinvestissement dans d'autres actifs. Donc deuxième point, la question d'attraction des investissements, elle me semble aussi intéressante au regard des investisseurs étrangers, et là en l'occurrence c'est de promouvoir un certain nombre de mesures qui permettraient de réduire la surprime du risque qui qualifie tous les projets sur le continent. Cette prime de risque, cette surprime de risque, comme on peut l'appeler, elle a une part de méconnaissance. Elle a une part de la responsabilité des entreprises et des PME, des startups, et elle a une part de responsabilité du reste du secteur bancaire et financier. Donc c'est trouver l'espace de rencontre, le pont, le bridge, entre ces investisseurs qui ont des liquidités et les porteurs de projets qui sont sur le continent. Et on revient à la problématique des PME, on revient à la problématique du financement des PME, de la communication de leurs informations fiscales, financières, de la formalisation de leur reporting et de leur capacité aussi à adresser correctement un investisseur. Et de l'autre, côté investisseur, comment leur amener des projets qui sont convenablement valorisés au regard de leurs propres critères de décision. C'est ce qu'on fait. Alors nous, on peut le faire on le fait sur des projets. De façon paradoxale, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire venir des investisseurs étrangers sur des projets supérieurs à un demi-million de dollars ou d'euros qu'en deçà. Donc on trouve des investisseurs, on arrive à les convaincre. Alors on a des investisseurs, ils nous disent « sky is the limit ». Ok, c'est sympa à entendre. Voilà, maintenant, il faut décliner. Par contre, tout le champ des startups vous avez des trends, vous avez start-up qui cochent la case impact, qui cochent la case digital. Voilà. Il y a un certain nombre de codes, mais si vous êtes en deçà d'un demi-million d'euros et au-dessus des quelques dizaines de milliers d'euros que peuvent proposer les subventions, il y a encore un missing gap entre les deux. Donc là, j'ai passé en revue quelques éléments, ça a été dit, ça sera redit beaucoup plus brillamment cet après-midi sur les différentes pistes d'évolution. Merci. Donc, également, j'avais évoqué les marchés obligataires, ça a déjà été vu, je pense que ça va encore être revu cet après-midi. Je vous propose de passer à la suivante. Donc, l'éducation financière. Alors, qui me connaît sait que l'éducation financière, c'est mon dada. C'est pas gratuit, c'est pas pour faire de la promo. Je suis convaincue que cette éducation financière, elle est dans son expression, elle est extrêmement vaste. Et ça veut dire éduquer financièrement les investisseurs sur le contexte africain. Le contexte africain, ça fait un peu péjoratif. C'est juste de les rassurer, d'échanger avec eux, de leur montrer que l'Afrique n'est pas ce que certains pensent qu'elle est, que justement le dynamisme que l'on connaît ici, il est réel, et cette effervescence, elle est réelle. Du côté des investisseurs à la fois étrangers, bien sûr, à la fois locaux, et je décline tout type d'investisseurs, y compris les particuliers, sur les entreprises. Pourquoi les banques, les institutions financières sont-elles les plus enclines à aller sur les marchés financiers? Parce qu'il y a un devoir de transparence, un devoir de reporting. Les banques, par nature, passent leur vie à faire du reporting, de la conformité, de la compliance. Là aussi, je peux cocher toutes les cases. Donc, pour une entreprise lambda qui n'est pas assujettie à ces obligations, le gap est plus important. Donc, c'est un facteur à prendre en considération. Là, encore une fois, mon propos est d'essayer de comprendre les difficultés des différents acteurs, de ne pas partir du principe que les acteurs n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Il y a des difficultés et chacun a ses spécificités.
Idem pour les PME, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, on peut passer sur celle-ci également. Alors, je voudrais, là, une petite note d'espoir. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été constatés, qui sont constatés. J'ai cité quelques initiatives, c'est vraiment une marginale ou juste le petit bout de la lorgnette par rapport à ce qui est fait. Donc, le digital, pour moi, est un moyen. Ça n'est pas une destination. Donc, mais le digital est l'automatisation, l'informatisation, tout cet ensemble-là, les nouvelles technologies, j'oserais un gros mot, la crypto, la blockchain, tout ça, c'est un ensemble qui aujourd'hui met à disposition des acteurs un certain nombre d'outils qui peuvent permettre de réduire les coûts. Après, je ne suis pas une blockchain, c'est pas ma religion, la blockchain, mais ça vaut le coup de regarder dans quelle mesure ça peut être intéressant, toutes ces technologies-là. Donc nous sommes dans un contexte technologique extrêmement intéressant pour trouver des solutions pour avancer. Sur le marché obligataire africain, on a constaté une amélioration de la liquidité. Je mentionne l'initiative de la BAD sur ce sujet. Et dans également les efforts du côté de la cohésion et de l'agrégation de la capacité institutionnelle du côté des investisseurs que représente la réforme des caisses de retraite, qui est un des points aussi qui a été mis en exergue pour essayer de drainer l'épargne en Afrique. Et encore une fois, il me semble important il y a de la richesse sur le continent, et la question c'est comment faire en sorte, je vais peut-être être un peu provocative, comment fait-on pour que la richesse qui existe déjà sur le continent reste sur le continent au service de ces entreprises et n'aille pas ailleurs. Merci. Si vous avez des questions. Merci docteur pour l'efficacité de la présentation. Nous sommes ouverts aux questions. Voilà, docteur Braque. Alors, qu'est-ce qu'on retient en un mot sur le décroisement? Voilà, vous avez fait une longue présentation qui était en fait courte. Donc, si on doit retenir, pour ceux qui nous suivent, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que la situation actuelle est un état de fait qui est le produit de l'histoire, et que c'est un point de départ, et justement, ce décroisement, il doit être fait en fonction de ce dont le continent a besoin. Ce n'est pas un concept qu'on doit appliquer comme ça sur le continent, mais bien prendre en considération justement cet état de fait. L'idée, c'est de favoriser l'émergence d'alternatives au financement exclusif ou prioritaire bancaire. Oui, c'est complémentaire, en fait. Mais il y a déjà eu un chemin qui a été assez long pour accéder au financement bancaire. Je le rappelais, les statistiques sont... Le financement des entreprises par fonds propres représente les 2/3 du financement sur le continent. Donc il y a cette question, voilà, aussi à prendre en considération. Donc décroisement bancaire voudrait dire désintermédiation. Moi, il me semble qu'on peut déjà commencer à intermédier les 2/3 des fonds de financement par fonds propres. C'est noté, présentation efficace, question efficace, donc presque zéro question de l'audience et mes questions à moi. Merci docteur Braque, merci de la raccompagner, merci infiniment. On estime que la présentation sera mise à disposition des participants. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, on fait une pause de 15 minutes et on revient pour la suite. Et la pause, c'est pas loin, il ne faut pas aller loin, c'est juste derrière, dans la salle cloisonnée qui est au fond de la Abissa. Voilà, là, nous sommes ici dans la salle Abissa. Merci, à tout de suite, on se retrouve dans un quart d'heure.